Salut, c'est Antoine, bienvenue dans la revue du 5 décembre 2016, l'émission dans laquelle je parle de toutes les pensées que j'ai eues dans la semaine mais que je n'ai pas eu le temps de partager avec toi dans les vidéos. Aujourd'hui on va parler de la sécurité au Pérou, d'Antoine de Maximi, de Casey Neistat, de Jean-Luc Mélenchon de Math Podcast, du nouveau format de mes vidéos voyage, de l'art de bien manger, d'exigence alimentaire et de Steve Jobs. C'est un beau programme, moi c'est des choses qui me passionnent, c'est pour ça que je partage avec toi. J'espère que ça va t'intéresser aussi. Et d'ailleurs, il faudrait que je pense à mettre cette émission en podcast. Peut-être que je vais le faire. Si c'est le cas, c'est le lien est en description. Si c'est pas le cas, oublie ce que je viens de dire. D'abord, la sécurité au Pérou. Je t'en ai un petit peu parlé dans la dernière vidéo. Si tu l'as pas vu, va la voir vraiment dans cette vidéo. J'ai mis tout ce que je voulais. J'ai enfin réussi à faire vraiment ce que je voulais en termes de vidéo. Désolé pour tous les bruits. Lima est une ville extrêmement bruyante et il y a toujours des sirènes de police tout le temps partout. Quand tu te balades au Pérou, tu vas croiser un peu partout des agents de sécurité devant les banques, mais pas seulement devant les banques, parfois devant les magasins. Il y a aussi des grilles avec des pics absolument partout, surtout dans les beaux quartiers à Lima ou les endroits où les maisons sont un peu sympas. C'est-à-dire qu'il y a un petit jardin devant la maison et à chaque fois il y a une immense grille avec des pics, voire des fils électriques. C'est assez impressionnant. Parfois tu as l'impression que c'est une prison le truc alors que c'est juste un hôtel. Et même les hôtels ou les guest house, souvent la porte est fermée, il y a une grille et tu es obligé de sonner pour que la personne vienne t'ouvrir alors que tu es dans un hôtel, ce qui est assez étonnant. Il y a aussi des procédures de sécurité assez impressionnantes. Par exemple, quand tu prends le bus ici, quand tu prends un bus un peu ici, il y a deux types de bus. Il y a les bus vraiment pas chers que prennent la plupart des locaux et les bus un peu classe qui finalement reviennent pas très cher quand tu es français. Ça fait peut-être 10-15 € le trajet, c'est des longs trajets et c'est des bus ultra confortables qui ressemblent à des avions. C'est-à-dire que le siège est totalement inclinable, enfin qui ressemble à des avions en première classe ou en business. Le siège est totalement inclinable, tu as le repas qui est inclus, parfois tu as une prise USB pour recharger ton téléphone, parfois tu as même un écran à l'intérieur. C'est assez impressionnant, tu as une hôtesse aussi qui te sert et de la même manière que dans les aéroports, tu as un contrôle de sécurité ultra strict à l'entrée. Ça veut dire qu'ils mettent une caméra devant la file d'attente, ils filment tous les gens qui passent, ils prennent ton passeport, ton billet, ils vérifient tout avant que tu passes. Et j'ai remarqué que les procédures de sécurité sont très strictes au Pérou et je pense que c'est le cas un peu partout en Amérique du Sud. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand tu as voyagé en Asie, en Asie du Sud, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud. Simplement, la vraie différence est sur la sécurité. Et à ce propos, je viens de regarder l'épisode de J'irai dormir chez vous d'Antoine de Maximi. Alors, je sais pas si tu connais J'irai dormir chez vous. Si tu connais pas, vraiment va voir parce que moi j'adore. Si tu es intéressé par le voyage, tu vas adorer. Antoine de Maximi, c'est le mec qui a inventé le vlog. C'est-à-dire dans les années 2000, donc largement avant YouTube, il a trouvé un concept qui est d'avoir une sorte de baudrier avec une caméra qui filme devant lui, une caméra au bout d'une perche qui filme sa tête et une caméra au point qui filme ce qu'il voit. Et ce mec-là a eu l'idée, c'est vraiment une idée de lui, de voyager, de filmer ses voyages tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune équipe de production et d'en faire une série qui est passée sur France 5 où il va filmer ses voyages et le but c'est d'aller dormir chez l'habitant de la manière la plus authentique possible. Et je sais pas si t'imagines que déjà le mec est tout seul, il fait une série pour la télé, il est tout seul, ça n'existe pas quasiment dans le monde entier, je connais personne qui fait ça. Il a carrément fait un film pour le cinéma qui s'appelle J'irai dormir à Hollywood où il traverse les États-Unis tout seul dans un corbillard qu'il a repeint en rouge. Enfin, ce mec-là a des idées extraordinaires et il a le sens du storytelling et c'est un des mecs qui m'a vraiment énormément et qui m'inspire toujours énormément pour les vlogs et pour mes récits de voyage. Enfin, quand j'essaie de raconter un peu mes voyages parce que ce qu'il maîtrise mieux que personne, c'est l'art de raconter des histoires. Et lui, il le fait vraiment en temps réel, donc en format exactement comme un vlog. Sauf que il en fait toujours aujourd'hui, mais tu regardes les premiers épisodes, c'était déjà comme ça, c'était déjà génial. Dès le premier épisode, c'était génial. Et donc, il vit des aventures un peu folles à la première personne. Et donc, je voulais t'en parler parce que je viens de voir l'épisode sur le Pérou. J'adore quand je vais dans un pays, regarder l'épisode de J'irai dormir chez vous parce que ça me donne une autre fenêtre sur le pays. Et en fait, il a commencé le voyage en Bolivie et il était censé rester en Bolivie. Et il lui arrive un truc incroyable, c'est qu'une femme l'arrête dans la rue, se fait passer pour un flic et lui dit de le suivre. Lui, il refuse. Et ensuite, il y a tous les passants de la rue, il est en Bolivie. Il y a tous les passants de la rue qui viennent le voir et qui dénoncent sa femme en disant que c'est une voleuse. Et donc, ensuite, il se retrouve au commissariat à faire sa déposition. Il y a 15 journalistes qui arrivent, qui le filment. Il se voit passer à la télé en direct. Il filme tout ça de manière excellente, bien sûr. Et ensuite, il y a un avis de recherche qui est lancé en gros un peu contre lui par la famille de la femme. Il est obligé de quitter la Bolivie parce que il sait qu'il est recherché et qu'il n'est pas forcément très discret avec tout son équipement. Et la manière
manière dont il raconte ça, c'est même pas, on dirait que c'est, en fait, ce qui est génial dans son storytelling, c'est qu'on dirait que c'est naturel, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait exprès. Et en vrai, je le sais pour avoir essayé de faire un petit peu la même chose dans mon domaine, c'est que c'est jamais fait exprès, c'est-à-dire que ce que tu le filmes délibérément, ce que tu dis devant la caméra, tu le dis délibérément, et tu sais que ça va participer à l'histoire. Et ce mec-là a toujours des bonnes idées. Par exemple, il arrive dans un village au Pérou, justement, sur une île au milieu du lac Titicaca, donc pas loin de là où j'étais. Et il se retrouve à aller voir donc des gens pour essayer de dormir chez eux. Mais il se rend compte qu'il y a un petit peu de tourisme là-bas, donc que les gens sont déjà habitués au tourisme, donc il essaie de lui vendre des trucs et tout, et il n'a pas envie de rentrer dans une relation mercantile, il veut garder la relation authentique, donc il cherche une solution. Et ce qu'il fait, c'est qu'il revient et dit ok, je reviens plus tard, il revient le soir avec des cadeaux, mais le genre de cadeaux que tu vas faire à des gens qui n'ont pas grand-chose, c'est-à-dire les produits de première nécessité, de l'huile, des pâtes, du coca, ce genre de choses. Et il arrive, et donc finalement du coup il se fait héberger, et ça se passe très bien, et les gens sont absolument adorables, et il arrive en fait à trouver toujours de super idées. Ce mec est un créateur, c'est-à-dire qu'il a inventé un concept, il trouve des idées, c'est un trouveur d'idées et c'est un storyteller. Et c'est exactement les qualités requises pour faire un peu le boulot que je fais et que tu fais peut-être aussi si tu me suis, qui est de faire passer ton message sur internet, sur YouTube ou à l'écrit, de faire passer tes idées, de convaincre, de raconter des histoires. Tout ça, ça demande exactement ces qualités, ça demande de faire un bon storytelling, de savoir raconter quelque chose, de savoir mettre en scène quelque chose, de mettre en scène l'authenticité en fait, pour recréer ce que tu as vécu, et ça sert aussi d'avoir de nouvelles idées. Et donc pour moi, Antoine Maximi est une énorme source d'inspiration grâce à ça. Voilà, je veux juste partager ça avec toi parce que c'est un énorme coup de cœur. Ça fait des années que je le suis et il continue à faire du super boulot et ce mec est absolument incroyable. En parlant de mec incroyable, je voulais te parler de Casey Neistat aussi et encore de storytelling. En ce moment, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Va voir l'avant-dernière vidéo de Casey Neistat où il parle qui s'appelle The Vietnam Notebook, où il parle de son voyage au Vietnam avec son fils. De la même façon, il a réfléchi à son storytelling, à comment il pouvait raconter une histoire, et il le fait de manière extrêmement intelligente, c'est-à-dire que tout s'articule autour du notebook, autour d'un carnet Moleskine dans lequel il a noté toutes les étapes de son voyage, dans lequel il a collé les billets d'avion, les réservations d'hôtel, des plans, des maps, des petits dessins, des trucs. Et donc il l'a fait pendant le voyage, en même temps il a filmé plein de petits plans et ensuite il raconte devant la caméra comment était son voyage. En même temps il alterne avec des petits plans du voyage et en même temps il alterne avec son notebook, donc son carnet de notes qui est filmé et où il tourne les pages, qui articule, qui fait la ligne de direction de la vidéo. Et moi je suis très content que Casey ait arrêté le vlog, je te l'avais dit, parce que je pense que ce qu'il va faire ça va être encore meilleur, et ça c'est un exemple de ce qu'il est capable de faire quand il a plus de temps, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus travaillé. Le vlog c'est du storytelling mais instantané, c'est-à-dire que tu n'as pas à y réfléchir, alors que tu peux créer quelque chose quand même de beaucoup plus construit, de beaucoup plus émotionnel quand tu y réfléchis, quand tu essaies de raconter une histoire a posteriori en ayant pensé à tout. Et il arrive à créer vraiment de la magie, donc voilà, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Il saute ensuite entre le présent et le futur, donc le moment où il tourne son vlog où il est au Vietnam, et le futur, le moment où il parle, où il raconte son histoire. C'est vraiment une inspiration pour moi, de la même manière que Antoine Maximi, puisque je suis toujours à la recherche de mon format narratif, et donc le format qu'il fait, c'est un format qui m'inspire beaucoup. Justement, je voulais te parler du format. Je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo, mais j'ai essayé de faire un format vraiment narratif où j'explique quelque chose, où je raconte mon histoire. Et en même temps j'alterne un peu comme Casey avec des petits parties de vlog, mais vraiment à ma manière. Donc j'essaie d'alterner un truc un petit peu storytelling, un petit peu info, un petit peu amusant à certains moments et un petit peu émotionnel à la fin, avec une sorte de, pas de morale, mais voilà, une sorte d'idée finalement que j'ai eu pendant ce voyage au Machu Picchu. Et ça vous a beaucoup plu, j'ai lu les commentaires, vraiment ça m'a touché que ça vous plaise, parce que c'est vraiment une vidéo qui était importante pour moi et que j'ai pris énormément de plaisir à tourner aussi et à réaliser, et j'ai vraiment réussi à faire à peu près ce que je voulais. J'ai eu quelques personnes qui m'ont dit un peu ce qui leur plaisait moins, et merci pour votre feedback, c'est vraiment utile. Il y a Vincent Joly, alors à propos de Vincent Joly, il a une chaîne YouTube aussi où il parle dès qu'il y a une nouveauté dans les médias sociaux, il en parle directement, c'est super intéressant, donc je t'invite à aller regarder, je mettrai le lien en description si j'y pense. Il m'a laissé un commentaire, il m'a dit j'aime parce que c'est beau et bien réalisé, mais au final je préfère de loin tes vlogs beaucoup plus simples. Je trouve que le côté pro ne correspond pas à YouTube. Quand un reportage est pro à la télé, c'est normal car toute valeur se trouve dans le professionnalisme du contenu, mais sur YouTube je trouve que toute la valeur se trouve dans la proximité entre le créateur et le viewer. Je suis assez d'accord avec toi. Tu parlais aussi, alors j'ai coupé un peu, mais tu parlais aussi un peu dans ton commentaire de Casey Neistat, le fait que lui justement il fasse exprès de faire quelque chose qui
qui n'est pas pro mais qui fasse amateur. Je pense pas que Casey volontairement cherche à faire quelque chose d'amateur. Je pense que Casey juste raconte son histoire à sa manière, de la manière la plus naturelle pour lui. Et ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai pas essayé de faire un truc faussement pro. La seule chose faussement pro dans cette vidéo, c'était le fait que je regarde pas la caméra, que je regarde à côté. C'est pas un truc que j'ai fait pour essayer d'imiter les documentaires qu'on voit à la télé, c'est un truc que j'ai fait pour voir si j'arrivais mieux à m'exprimer quand je regardais pas la caméra. Et il se trouve que bizarrement, le fait de regarder la plante verte à côté m'a beaucoup aidé à m'exprimer. Vraiment, c'est très bizarre, mais je pense que c'est une technique qui est beaucoup utilisée en interview et je pense que c'est pas pour rien. À mon avis, on arrive plus facilement à parler à quelqu'un ou à une plante verte dans mon cas, je sais pas pourquoi, que à une caméra et on sent un petit peu bloqué devant une caméra. Et c'est un conseil que je peux donner à tous les gens qui sont un petit peu du mal avec la caméra, c'est soit de parler à quelqu'un à côté, donc ton conjoint, un pote, ce que tu veux, soit mettre une photo de quelqu'un, soit même un objet, je sais pas, mais te concentrer sur autre chose que la caméra, à mon avis ça peut aider. Donc ça c'était le seul truc où je peux comprendre que ça fait un peu pro et c'était pas forcément le but, mais je pense que l'important c'est quelle histoire tu racontes. C'est-à-dire qu'à la télé, si ça fait pro, c'est pas parce qu'ils veulent à tout prix faire pro, à mon avis, c'est juste que l'histoire qu'ils racontent, c'est pas la leur. Ils racontent d'autres histoires, ils expliquent quelque chose, mais c'est pas quelque chose de personnel. Alors que sur YouTube, quand tu es tout seul à faire ce que tu fais, ce que tu racontes, c'est ton histoire. En tout cas, moi, ce que je raconte, c'est mes histoires, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Quand je parle du Machu Picchu, je fais pas un documentaire sur Machu Picchu, je raconte ma visite au Machu Picchu, la visite d'Antoine BM au Machu Picchu, ce que j'ai pensé en y allant, ce que j'ai vécu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, de la manière, j'essaye en tout cas la plus authentique possible. Et donc ce qui change c'est le format, mais je pense pas que le format soit très important. Finalement le format c'est juste la manière dont tu présentes les choses, mais ce qui est important c'est l'histoire et de raconter une histoire authentique. Donc voilà. Cependant j'ai pris note de ton commentaire et j'essaye toujours, je prends note vraiment de tous les commentaires critiques, les critiques constructives comme celle-là, et j'essaie de m'améliorer en fonction, et notamment les critiques sur mes autres vidéos de voyage ont beaucoup aidé. Il y en a qui m'ont dit que c'était trop préparé, trop lu, ou alors que c'était trop lent. J'ai pris note de tout ça et justement dans la dernière vidéo j'avais rien écrit du tout et simplement essayé de raconter mon truc comme j'aurais raconté finalement à quelqu'un au téléphone. Voilà, donc ça je voulais t'en parler un petit peu parce que je pense que ça peut t'intéresser aussi si tu crées du contenu sur YouTube. Je voulais te parler de Mélenchon à propos sur YouTube. Je partage pas vraiment les idées politiques de Mélenchon, donc je vais absolument pas te parler des idées ou du fond. Je vais te parler de la forme. Mélenchon a lancé une chaîne YouTube il y a peu de temps où il fait une revue un peu comme moi en fait. J'ai pas piqué l'idée. Hein. On a eu, je pense qu'il a eu son idée de revue. Moi j'ai eu l'idée de revue un peu plus tard, mais voilà, je pique pas mes idées chez Mélenchon. Il fait une revue de la semaine, toutes les semaines, où il part de l'actualité et il dit ce qu'il en pense, et en même temps évidemment il fait passer son discours sur YouTube. Et ce qu'il explique dans sa dernière revue, et c'est très pertinent, c'est que aujourd'hui il fait autant de vues sur ses revues que à la télé, dans une interview sur une chaîne qui fait une audience moyenne. Et c'est assez, moi j'étais absolument convaincu de ça, c'est que sur YouTube tu peux toucher autant, voire beaucoup plus de monde qu'à la télé, surtout si tu es quelqu'un de connu ou quelqu'un qui fait passer des idées fortes, comme c'est le cas de Mélenchon, et tu peux surtout toucher une autre audience. C'est-à-dire que la télé, faut pas se mentir, la télé c'est pas les jeunes quoi. Les jeunes ils regardent très peu la télé, les jeunes sont sur internet, sont sur YouTube, et les jeunes en politique c'est extrêmement important parce que c'est les gens qui vont voter demain, c'est les gens qui sont encore parfois à la recherche de qui voter, de leurs orientations politiques, et c'est aussi des gens qui sont pas mal désintéressés de la politique à cause justement à mon avis du fait que tous les politiciens ne parlent qu'aux vieux et restent à la télé et font que des trucs un peu mainstream. Et le fait de s'adresser aux jeunes par ce canal, à mon avis, ça peut les réintéresser à la politique et leur donner envie d'aller voter, et donc il peut gagner des voix de cette manière-là. Donc je pense que stratégiquement, c'est une excellente stratégie. En plus, ça lui donne un canal direct, il est beaucoup plus proche des gens en faisant ça. En plus, il est cohérent avec son discours, c'est-à-dire que Mélenchon a toujours eu un discours anti-média, il a toujours dit à raison que les médias, c'était pas une bonne chose, qu'ils manipulaient, qu'il y avait une pensée unique. C'est vrai, dans ce sens-là, je suis totalement d'accord avec lui. Sauf qu'il était totalement incohérent avec son discours, puisque son seul moyen de communiquer avec les gens, c'était de passer par les médias. C'est un peu comme l'ado qui fait sa crise d'ado en disant ouais j'aime pas mes parents, mais qui est obligé de rester chez ses parents pour bouffer quoi. Au bout d'un moment c'est un peu pathétique parce que ça a aucun sens. Parce que voilà, si t'as besoin de cette personne, bah tu la critiques pas.
Mais à partir du moment où il a compris qu'il y avait une autre façon possible de communiquer, une façon tout aussi efficace, voire beaucoup plus efficace à mon avis que la télévision, les médias classiques, que ça marche. Regarde, on a pu le voir avec l'élection de Trump qui était très impopulaire au niveau des médias, qui a quand même gagné. Donc on voit que les médias aujourd'hui, enfin limite son compte Twitter avait beaucoup plus d'importance que les médias. On voit que les médias aujourd'hui ont plus beaucoup de poids dans l'opinion populaire. Et Mélenchon le montre, et je trouve ça très bien qu'il fasse ça, et j'espère qu'il y a d'autres politiciens qui vont avoir, pas qui vont seulement avoir cette idée parce qu'ils ont déjà eu l'idée, mais qui vont le faire vraiment et qui vont y croire. Et je pense que c'est un excellent moyen de le faire, et voilà, je voulais juste partager ça avec toi parce que je trouve que c'est nécessaire de faire ça, et niveau stratégie, je pense que c'est excellent. Ensuite, je voulais te parler de Matt Podcast rapidement. Je sais pas si tu te souviens, Matt Podcast, c'est un YouTuber qui avait plagié d'autres YouTubers américains ou anglais, je sais plus, et il s'était fait lyncher sur Internet pour ça. Et il a continué. Et en fait, c'est ça que j'ai apprécié beaucoup chez lui et qui m'intéresse, c'est que il s'est fait vraiment lyncher sur Internet comme jamais personne, comme très peu de gens sont fait lyncher sur Internet. Et il a sorti la tête de l'eau et il a continué à publier. Et tu regardes ses dernières vidéos, bah finalement, il n'y a plus tellement de dislikes que ça, il n'y a plus tellement de haters que ça, il n'y a plus tellement d'insultes que ça, il y en a toujours mais il y en a moins. Et il a commencé à redévelopper une fanbase d'audience, et il fait des meet-up et il rencontre son audience. Et en fait, ce qu'il a fait, à mon avis, c'est la bonne stratégie quand tu te fais attaquer. C'est au lieu de le prendre trop à cœur et au lieu de dire ok j'arrête tout, c'est fini, c'est foutu, et de rester finalement sur une mauvaise image, de faire comme si t'as vraiment fait une erreur, comme c'est son cas, de t'excuser pour l'erreur, dire ok j'ai fait une connerie, maintenant par contre je vais continuer ce que je faisais avant, même si ça plaît pas à certaines personnes, de te relever, de faire mieux, et mieux qu'avant, même si c'est très difficile quand tu as le moral au plus bas, et d'ignorer les haters et surtout de te concentrer sur les gens qui te soutiennent. Et c'est toujours ce qu'il a fait, c'est que maintenant dans ses vidéos, il n'est pas en train de faire des réponses, tu vois. Il y a plein de gens, quand ils se sont fait insulter sur Internet, ils sont rentrés dans une sorte, regarde Dieudonné, il est rentré dans une sorte de prison finalement où il passe son temps à répondre. Tu regardes toutes ces vidéos, c'est chiant parce qu'il passe son temps à répondre à des gens qui l'attaquent. Ouais, machin, le mec il a dit un mot sur lui, ça y est, il va faire une vidéo entière pour le... Mais ça sert à quoi de faire ça? À part perdre ton temps, franchement ça sert à quoi? Matt Podcast, il s'est fait lyncher, il y a plein de gens qui ont dit des trucs très injustes et très méchants envers lui. Et au lieu de faire des vidéos où il répond à chaque commentaire, ouais vous êtes tous des connards machin, et de finalement s'enfermer dans une prison de haine, il a décidé de se concentrer sur la minorité au début, des gens qui soutenaient encore, qui l'aimaient vraiment. Et de cette minorité, il a fait agrandir, et maintenant une majorité des gens qui regardent ses vidéos l'apprécient vraiment parce qu'il s'est concentré sur eux à 100%. Et je pense que toi aujourd'hui, même si t'es pas Matt Podcast, même si t'as pas sa notoriété, même si tu t'es pas fait lyncher, le fait d'ignorer totalement les haters et de te concentrer sur la minorité ou la majorité, mais en tout cas de concentrer sur les gens uniquement qui t'apprécient vraiment, qui sont vraiment impliqués dans ce que tu dis, c'est à mon avis la meilleure stratégie, non seulement pour développer une audience sur Internet, mais aussi pour développer la confiance avec cette audience et pour vendre et pour créer un business, tout ça. Enfin, j'ai toujours dit, mais ce qui est important, c'est la minorité qui te fait le plus confiance, c'est les meilleurs, c'est les ambassadeurs finalement de ce que tu fais, de ta marque, de ton produit, de ta chaîne YouTube, de ce que tu veux. Donc très bonne stratégie de ce côté-là, à mon avis, de Matt Podcast, que je voulais saluer. Autre chose, dernière chose dont je voulais te parler, c'est d'alimentation. Est-ce que j'ai le temps? C'est assez long cette revue. Tu vois, le but de la revue, c'est vraiment de te parler de trucs un peu d'actualité et tout, parce que j'ai pas l'habitude de parler de ça, mais seulement les trucs où tu peux en tirer un conseil utile pour toi. Voilà, pas juste commenter l'actualité bêtement, mais essayer de trouver de puiser des conseils, de faire des ponts entre des grandes idées qu'on développe toi et moi et des faits d'actualité, parce qu'on peut trouver des trucs très intéressants dans l'actualité. Je voulais te parler de l'art de bien manger. L'autre jour, j'étais dans un restaurant de quinoa à Lima, un petit peu bobo, hein, on va pas se mentir. Il y avait marqué en espagnol sur le mur: manger est une nécessité, mais manger de manière intelligente est un art. Et au début, je me suis dit, bon, c'est un peu cliché et tout. Puis en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que on parle souvent de bien manger, dans le sens manger sainement, comme quelque chose de nécessaire, comme quelque chose finalement basé sur des bases scientifiques. Genre voilà, pour être plus en forme, pour vivre plus vieux, il faut bien manger. Ce qui peut être un peu chiant. Et je pense que pour pas mal de personnes, c'est pas un argument suffisant. Et j'ai trouvé ça intéressant d'expliquer le bien manger, parce que pour beaucoup de gens, bien manger, c'est se faire plaisir, c'est bouffer des pizzas. Tu vois, par exemple, les épicuriens, les gens qui adorent le plaisir des sens. Moi, je suis un grand épicurien et pourtant, j'aime manger sainement parce que je trouve énormément de plaisir dans le fait de manger sainement, mais du plaisir physique, du plaisir sensoriel. Et je pense que ça, on n'en parle pas assez. Et l'idée en fait qui a été écrite sur ce mur, enfin l'idée que j'en ai tirée, c'est de percevoir le bien manger non pas comme une science mais comme un art et comme quelque chose d'esthétique.
L'art, alors je regardais sur Wikipédia, l'art c'est une activité, alors la définition Wikipédia, l'art est une activité humaine, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait, s'adressant délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. Ce qui est intéressant, c'est s'adressant au sens, c'est-à-dire que souvent, quand on parle de bien manger, de manger sainement, on s'imagine se forcer à bouffer des pizzas, des salades, des aliments qui n'ont pas de goût et donc de l'inverse du plaisir des sens. Alors que moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que quand on bouffe que des McDo, des pizzas et du Coca, nos sens, ils sont foutus en l'air. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucun sens gustatif, on n'est plus capable d'apprécier quelque chose de bon. Et donc le fait de voir le bien manger comme un art, comme quelque chose qui fait appel aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect, ça peut être une autre façon de le percevoir et ça peut convaincre pas mal de gens de bien manger. Déjà, pour reprendre les termes de la définition Wikipédia de l'art, il parle d'activité humaine. Je pense que bien manger dans le sens manger sainement, c'est une activité humaine parce que seul l'homme a conscience de l'impact de ce qu'il mange. Il n'y a pas un seul animal qui est en train de se faire des petites salades de quinoa en disant c'est bon pour moi, je vais perdre 2 kilos et faire moins de rétention d'eau. Non, ça n'existe pas, tu vois. Donc déjà c'est purement humain de bien manger, comme l'art. Ensuite il y a un principe de construction, comme l'art il y a un principe créatif de construction. Pourquoi? Parce que bien manger c'est de la matière première, la nourriture, des associations intelligentes et un résultat physique sur toi, donc il y a une construction. Ensuite les sens, bien manger c'est le bien-être, se sentir bien dans sa peau, c'est aussi le goût bien sûr, parce que tu peux te faire des plats très bons et très sains. Le fait de retrouver vraiment le vrai goût des aliments. L'énergie que tu peux gagner en bien mangeant. Les capacités sensorielles qui vont être améliorées. Il ne faut pas se leurrer, le fait de bouffer de la merde, ça va un peu détruire tous tes sens, pas seulement le goût, mais d'autres sens aussi. Enfin, tu le sais, sur le long terme, ça fait des dégâts de la malbouffe. Ensuite, les émotions. Le plaisir de manger, bien sûr, c'est une émotion énorme. Et le plaisir de bien manger en sachant que tu fais du bien à ton corps, pour moi, ça procure une émotion positive. Ensuite, l'intuition. Bien manger, c'est aussi écouter ses besoins. Être à l'écoute de son corps, c'est regarder les résultats de ce que tu manges sur ton corps, sur ton énergie, sur ton sommeil, sur plein de choses, sur ta digestion. Et donc le fait de bien manger, ça devient une intuition puisque c'est écouter ses besoins. Et enfin l'intellect, bien manger c'est une activité intellectuelle puisque il faut faire preuve de cohérence alimentaire, de choisir les bons aliments, les bonnes combinaisons alimentaires. J'en reparlerai peut-être une autre fois parce que c'est très intéressant, j'ai appris plein de choses aussi là-dessus cette semaine. Les sciences, c'est une science de bien manger, apprendre qu'est-ce qui est bon pour toi, pourquoi c'est bon pour toi, les protéines, les vitamines, les organisations des repas, comment construire tout ça. C'est une activité qui demande de l'intellect, qui demande de la réflexion, qui demande de la logique, un peu comme l'art finalement. Et enfin l'esthétique, ce qui est artistique, souvent on associe ça à ce qui est esthétique. Et je pense que dans l'alimentation il y a une esthétique. Pourquoi? Parce que l'esthétique elle se retrouve où? Elle se retrouve dans l'exigence envers soi-même. Tu regardes, quand tu regardes les magnifiques par exemple tableaux qui ont, voilà, de la Renaissance ou alors assez anciens qui étaient très réalistes. Bah aujourd'hui peut-être un artiste d'art moderne, d'art contemporain, il dirait ouais c'est pas vraiment de l'art, c'est pas super esthétique, mais en fait le souci du détail, le fait de reproduire la réalité, l'exigence de l'artiste, je pense que l'esthétique se retrouve dans l'exigence de l'artiste. Et je pense que de la même façon de bien manger, il y a une esthétique dans l'exigence que tu peux avoir envers toi-même. Il y a aussi l'esthétique bien sûr du corps sain, on est plus beau quand on mange bien que quand on mange mal, je t'apprends rien. Et l'esthétique du résultat suite à l'effort. Les chiens, ils peuvent pas se taire les chiens là, s'il vous plaît. Je pense que quand tu fais un effort et que tu obtiens un résultat, il y a une beauté à ça. C'est-à-dire que c'est propre à l'être humain de faire des efforts pour obtenir des résultats, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans une activité créative, n'importe quoi. Je trouve qu'il y a un esthétique à fournir un effort pour obtenir un résultat et c'est une esthétique purement humaine comme l'art. Voilà, j'espère que je t'ai pas trop embrouillé là-dedans. Je voulais juste terminer avec Steve Jobs pour terminer en beauté. Steve Jobs, on le connaît sous pas mal de facettes différentes, mais il y a une facette dont on parle pas beaucoup, c'est la facette alimentation. Steve Jobs avait une alimentation extrêmement rigoureuse, il faisait extrêmement attention à tout ce qu'il mangeait, il était végétalien. Il y en a qui disent que c'est ça qui l'a tué, moi je pense qu'on est tous égaux face à la maladie, on peut tous choper un cancer. Il est peut-être mort relativement jeune, mais il a quand même très bien vécu en très bonne santé jusqu'à sa mort, donc c'est quand même ça qui est le plus intéressant. Et je pense que il y a beaucoup de choses qu'on reproche à Steve Jobs, notamment le fait qu'il était exécrable avec ses salariés, le fait qu'il pouvait être méchant.
Et je pense qu'en fait tout ça est relié à une seule chose, c'est l'exigence. Steve Jobs était un homme qui était extrêmement exigeant et c'est en ça qui m'inspire. Je pense que j'aurais jamais pu travailler pour lui ou avec lui, ça aurait été l'enfer parce que je déteste les gens qui te respectent pas. Mais c'était quelqu'un d'extrêmement exigeant, que ce soit dans son travail, on a pu le voir chez Apple, le souci du détail, le design, que ce soit chez les gens avec qui il travaillait ou que ce soit dans son alimentation. Je pense que la meilleure chose qu'on peut prendre de Steve Jobs finalement, c'est cette exigence. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations, les gens qui nous entourent, essayer de choisir les bonnes personnes, les personnes que l'on mérite, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la santé, dans le respect de soi-même, le respect de son corps. Pour moi, c'est la valeur fondamentale, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette revue, c'est l'exigence. Voilà, c'est tout pour cette revue, c'est la fin de ce voyage au Pérou. Je pars demain, je rentre en France. Je suis en train de te préparer une grosse formation sur le voyage, comment voyager facilement. J'ai reçu énormément de questions là-dessus. Il y a beaucoup de gens aussi qui me demandent quel matériel j'emporte, comment je fais pour voyager léger, comment je fais pour réserver mes billets, comment je fais pour faire ça simplement. En un an de voyage, j'ai appris énormément de choses là-dessus et je suis en train de te concentrer tout ça dans une formation avec un maximum de ressources, de techniques, d'outils. Donc j'espère que ça va te plaire, ça sortira très vite. Moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste libre.